Il y a quelques années, la NASA a observé une étrange lueur verte sur Jupiter. Elle filait rapidement et a failli passer inaperçue. Serait-ce la preuve que la géante gazeuse cache des phénomènes que nous ignorons depuis des décennies? Et si tel est le cas, quelles pourraient en être les implications pour nous, sur Terre? En réalité, les astronomes n'ont pas découvert ce phénomène par pur hasard. Jupiter fait l'objet d'observations attentives depuis longtemps, notamment grâce à la mission Juno. La sonde Juno a été lancée en 2011 et a atteint Jupiter en 2016. Depuis cette date, elle orbite autour de la planète et recueille une grande quantité de données. Sa mission consiste à mieux comprendre la composition de Jupiter, le fonctionnement de son atmosphère et les processus à l'œuvre dans ses profondeurs. En 2020, l'une de ses caméras, la JunoCam, un nom très inspiré, a enregistré quelque chose d'inhabituel. Près du pôle nord de Jupiter, un bref éclair vert très lumineux est apparu. Ce phénomène semblait se déplacer, et à une vitesse remarquable. Or, capter des objets rapides dans l'espace est particulièrement ardu, ce qui explique la surprise de nombreux chercheurs face à cette image. Alors, que pourrait être cette lueur? L'explication la plus plausible et la plus largement admise est celle d'un éclair. Mais les éclairs joviens diffèrent fortement de ceux de la Terre. Sur cette planète, ils se forment à l'intérieur d'immenses nuages composés d'ammoniac et d'eau. Les tempêtes qui y règnent sont bien plus violentes que celles observées chez nous et peuvent produire des teintes inhabituelles, dont le vert. Mais si cette lueur n'était pas un éclair, pourquoi ne l'avait-on jamais observée? Il est possible qu'elle existe depuis longtemps, mais qu'elle se déplace trop vite pour avoir été captée par nos instruments jusqu'alors. Si elle était observée de nouveau, les chercheurs pourraient l'analyser plus précisément et en déterminer la nature. En attendant, la plupart des explications restent des hypothèses fondées sur nos connaissances actuelles. Une autre question est de savoir ce que cette trouvaille pourrait signifier pour la Terre. Les savants estiment qu'elle n'aura aucun effet direct sur notre planète. Mais la découverte demeure importante, car elle confirme que des phénomènes comparables à la météo terrestre, comme la foudre, existent sur d'autres planètes, parfois sous des formes bien plus extrêmes. Comme sur Mars par exemple. Les scientifiques viennent de découvrir que l'atmosphère de la planète crépitait d'électricité statique. Autrement dit, Mars possède de minuscules éclairs. En 2021, lorsqu'un tourbillon de poussière est passé au-dessus du rover Perseverance, les chercheurs s'attendaient à entendre les bruits habituels, le sable qui racle et le vent qui souffle. Pourtant, le rover a capté un léger « pop ». Sur le moment, cela paraissait difficile à expliquer. Mais, à présent, les chercheurs pensent avoir compris son origine. Ce bruit viendrait d'une décharge électrique dans l'air très ténu de Mars. En somme, un mini-éclair martien. Cela ne ressemble pas aux éclairs terrestres. Aucun grand flash ne traverse le ciel. L'atmosphère martienne est trop fine pour cela. Il s'agit plutôt de minuscules étincelles. Elles comptent néanmoins comme de la foudre, ce qui fait officiellement de Mars la troisième planète connue, hormis la Terre, à en posséder, après Jupiter et Saturne. Comment les chercheurs l'ont-ils découvert? Perseverance possède sur son mât un microphone baptisé SuperCam. Pendant 2 ans, il a enregistré environ 28 heures de son martien. Dans ces données se trouvaient 55 brèves impulsions correspondant à de petites décharges électriques. Les étincelles étaient infimes, comparables aux petites décharges ressenties lorsqu'on touche une poignée de porte après avoir marché sur un tapis. Chaque étincelle ne durait que quelques millisecondes. Mais 7 d'entre elles coïncidaient aussi avec des interférences électromagnétiques, indice important montrant que l'électricité avait jailli dans l'air près du rover. Mais d'où vient cette foudre martienne? Sur Terre, les éclairs naissent dans les nuages d'orage lorsque des particules de glace se heurtent. Mars ne possède pas de tempête de pluie de ce type. Son climat est trop froid et trop sec. En revanche, la planète est très poussiéreuse. Lorsque de forts vents agitent les grains de poussière, ceux-ci se frottent les uns aux autres et échangent des charges électriques. Les scientifiques utilisent pour cela un terme long et complexe. La triboélectrification. L'idée reste simple. Le frottement accumule de l'électricité. Quand la charge devient assez forte, elle se libère. Cette décharge produit à la fois un son et des ondes électromagnétiques, les mêmes signaux détectés par Perseverance. Ces petites étincelles peuvent sembler anodines, mais elles sont importantes. L'activité électrique peut modifier la chimie de Mars.
Elle pourrait favoriser la formation de composés réactifs comme le peroxyde d'hydrogène et les perchlorates, capables de dégrader la matière organique. Cela pourrait expliquer pourquoi Mars conserve mal les traces d'une vie ancienne. L'électricité pourrait aussi influencer le déplacement de la poussière. Une poussière chargée se soulève plus facilement, ce qui pourrait aider les tempêtes à croître et à se maintenir. Il se crée alors une sorte de boucle. Plus de poussière, plus de charge, donc davantage de tempêtes. Il existe aussi un aspect pratique. Ces étincelles ne blesseront pas directement les astronautes, mais elles pourraient perturber nos systèmes ou endommager des instruments sensibles. Comprendre quand et où elles apparaissent aidera les ingénieurs à concevoir les futures missions, ainsi que les combinaisons spatiales, capables de fonctionner dans l'environnement électriquement actif de Mars. Éloignons-nous maintenant un peu plus du Soleil. Voici une idée qui pourrait bouleverser votre image du système solaire. De nouvelles simulations indiquent qu'Uranus et Neptune ne seraient peut-être pas de gigantesques boules de glace. Leur intérieur pourrait être bien plus rocheux, entouré seulement de fines couches glacées. Des chercheurs de l'université de Zurich ont élaboré de nouveaux modèles montrant que ces géantes pouvaient correspondre aux observations sans être dominées par la glace. Dans plusieurs simulations, les planètes contiennent même beaucoup plus de roches que prévu. Avec les données actuelles, Uranus et Neptune pourraient donc être riches en roches ou riches en glace. Les informations disponibles ne permettent tout simplement pas encore de trancher. C'est pourquoi les scientifiques réclament toujours des missions capables de se placer en orbite autour de ces planètes pour les étudier de près. La sonde Voyager 2 a survolé Uranus en 1986, puis Neptune en 1989. Elle a recueilli quelques mesures avant de poursuivre sa route. Aucune sonde n'est restée assez longtemps pour comprendre réellement ce qui se passe sous les nuages. Les chercheurs doivent donc s'appuyer sur des simulations construites à partir d'indices limités. L'image classique des géantes de glace reste valable, mais ce n'est plus la seule interprétation compatible. Une autre découverte remarquable concerne Ariel, une lune d'Uranus. Bien que petite, les scientifiques pensent aujourd'hui qu'elle aurait pu abriter un immense océan souterrain représentant plus de la moitié de son volume. Cet océan aurait pu atteindre environ 170 km de profondeur et aurait peut-être existé il y a seulement 1 milliard d'années. Ariel ne mesure qu'environ 1100 km de diamètre, soit à peu près un tiers de la taille de la Lune. Pour cette raison, on pensait autrefois qu'elle ne pouvait pas conserver sa chaleur très longtemps. Des recherches plus récentes nuancent cette idée. Lorsque Voyager 2 est passé près d'Uranus en 1986, elle a renvoyé des images montrant que la surface d'Ariel n'avait pas l'aspect ancien et figé attendu. La Lune paraissait plutôt jeune et active, avec des fissures, des crêtes et même des signes de volcans glaciaires. Certaines structures rappellent fortement celles observées sur Europe, Encelade ou Triton, des mondes où l'on sait déjà que des océans existent sous la glace. Par la suite, les scientifiques ont aussi détecté sur Ariel des traces d'ammoniac et de composés carbonés. Ces substances disparaissent normalement assez vite, sauf si quelque chose les fait remonter depuis l'intérieur, ce qui suggère souvent la présence d'eau liquide souterraine. Les chercheurs ont donc élaboré des modèles de la structure interne possible de la Lune. Dans ces simulations, Ariel possède une croûte externe fragile, une couche plus souple en dessous, puis un océan profond, et enfin un noyau solide. Ils ont ensuite étudié la réaction de cette croûte aux forces de marée, provoquées par l'attraction d'Uranus et des autres lunes. Les calculs montrent que si la croûte faisait moins de 30 km d'épaisseur, elle pourrait se fissurer sous une forte contrainte de marée. Une telle contrainte aurait pu provenir d'une interaction avec la lune Miranda il y a environ 1 à 2 milliards d'années. Cette interaction aurait légèrement modifié l'orbite d'Ariel et exercé une tension suffisante pour fracturer sa croûte. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer qu'Ariel possède aujourd'hui un vaste océan. Elle est si petite qu'elle perd facilement sa chaleur. Et si de l'eau liquide y subsiste, il doit y en avoir très peu. Ce ne serait probablement pas l'endroit idéal où rechercher la vie.